Salsa Bertin a le bonheur de vous plonger aujourd'hui, chers auditeurs, dans les secrets de la médecine chinoise avec Bertrand Bimon. Bonjour Bertrand Bimon. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour nous révéler les secrets de la médecine et de la pharmacopée chinoise, mais à l'usage des Occidentaux. Tout à fait. Et là, c'est une nuance de taille, car les praticiens chinois, alors d'origine chinoise ou pas, peu importe, mais de médecine chinoise se multiplient. Mais la question que l'on se pose souvent, est-ce bien adapté à notre mode de vie et à l'occidental dans toutes ses acceptions, finalement. Voilà. Et donc vous venez nous éclairer à la fois sur ce sujet et nous parler aussi de produits qui peuvent répondre à des problématiques qui ne nécessitent pas forcément d'allopathie ou alors prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, disaient nos grands-mères, et c'est un sage adage car la médecine chinoise peut aider aussi considérablement à mourir en bonne santé, si je puis dire, c'est-à-dire à prolonger une certaine forme de jeunesse du corps d'ailleurs, et le tout en harmonie avec l'esprit, parce que il s'agit surtout de se recentrer aussi. Alors vous, Bertrand Bimon, avec un prénom, un nom comme le vôtre, on se doute bien que vous n'êtes pas d'origine chinoise, et vous êtes basé dans la Drôme avec votre société. Et vous allez nous dire comment vous vous êtes plongé dans cet univers, car avant de diriger une société qui crée des produits de pharmacopée chinoise à usage des Occidentaux, eh bien vous étiez thérapeute pendant 10 ans. Oui, tout à fait. Déjà, merci de m'avoir invité. Et tout a commencé en 95, à l'époque où je pratiquais des arts martiaux. Des arts martiaux un petit peu violents, qui déclenchaient des maux. J'ai eu l'occasion de consulter pour la première fois de ma vie un médecin traditionnel chinois, du nom de Thierry Vinet, qui aujourd'hui est directeur de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de France, que je salue. Et il a traité mes maux de façon très très particulière. C'était vraiment culturellement, moi, mes parents m'amenaient chez le médecin généraliste, comme un petit peu tout le monde. Et là, plein de questions, plein d'observations, plein de palpations. La séance a duré très longtemps, parce que la première séance a duré plus d'1 heure. Et dès la deuxième séance, des résultats. Donc ça m'a interrogé. J'étais à l'époque très curieux et très avide de nouvelles connaissances. Il a remarqué ça. Il était enseignant à l'époque à l'IMTC et m'a gentiment donné une avis. Qu'enseignait-il ? La médecine traditionnelle chinoise. La médecine, voilà. De façon les 3 corps de métier. Et donc il m'a donné une invitation pour un week-end d'initiation, et suite à ce week-end, ça a été le coup de foudre, et depuis 95, je n'ai pas quitté ce milieu-là. Ouais. Voilà comment je suis arrivé à la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Et alors vous êtes devenu praticien. Après un cursus, de 4 ans. Parallèlement à ça, j'ai fait également un cursus d'ostéopathe. Et donc 99-2000, je me suis installé en tant que praticien et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, avec succès, puisque le cabinet a très très bien fonctionné et très rapidement. D'accord. Après, vous avez arrêté et le cabinet. Oui. Vous avez fermé le cabinet pour passer à d'autres aventures. À l'époque, moi, j'étais pas très très à l'aise avec. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 3 outils de traitement. Le plus connu, c'est l'acupuncture. C'est un petit peu aujourd'hui devenu culturellement très 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 commun. Il y a la deuxième chose qu'on appelle le Tuina Tuifa, qui sont le massage et les manipulations, l'ancêtre de l'ostéopathie. Et ensuite, il y a la prescription de plantes, ce qu'on appelle la prescription de formule magistrale. Pourquoi formule magistrale ? Parce que c'est une formule qui est créée en fonction du bilan énergétique qu'on a dressé lors de l'interrogatoire du patient. C'est pour ça que la consultation dure très longtemps. Il y a une grosse période de la consultation qui est d'interroger sur le patient dans tous les domaines.
personnel, professionnel, savoir ce qu'il mange, ce qu'il boit, quelles sont ses saveurs préférées, détester, savoir comment il dort, quelle est sa sexualité, comment fonctionne le système gynécologique, comment fonctionnent les évacuations. On est très indiscret dans le questionnement du protocole de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, suite à ce questionnement, on va dresser un bilan énergétique, donc, de façon, on va dire, un petit peu métaphorique. On va voir quels sont les vides et les trop-pleins. Le but étant d'équilibrer, puisque la bonne santé est égale à équilibre du corps et de l'esprit au niveau énergétique. Et on va créer une formule de plante qui va être dédiée à l'individu à l'instant T où on l'a rencontré. Donc j'étais pas très à l'aise moi avec cette façon de travailler, donc j'utilisais ce qu'on appelait des formules finies qui existent depuis des centaines d'années en Chine et qui ont été répertoriées dans plusieurs ouvrages, qui existent en Chine sous forme de petites billes qu'on prend dans des pharmacies en libre service. Je travaillais plutôt avec ça et j'étais pas obligatoirement très très content de la qualité des produits, et donc en 2004, dû à une rencontre aussi avec Jean-Pierre Willem, j'ai créé les laboratoires Bimon de façon à créer ma propre ligne de pharmacopée chinoise. Parce que les produits venaient de Chine et ils étaient d'inégale qualité. C'était surtout un problème de traçabilité, c'est-à-dire que il y a un côté très nébuleux en Chine. À la fois, il y a des choses qui sont de très belle qualité et de très belle manufacture, et il y a, on va dire, du tout venant qui est par contre beaucoup plus critiquable en termes de qualité. On retrouvait des corticoïdes, on retrouvait des pesticides dans certaines plantes. Ouais. Et pour moi, c'était contradictoire avec une bonne thérapeutique. Ah oui. Voilà. D'où l'idée à la fois de créer une ligne de compléments alimentaires qui répondait à des normes plus occidentales, mais en même temps, et je crois que ça a été aussi un des leitmotifs de la création de cette structure, c'est de créer une passerelle de langage entre un monde très orientale, une médecine très orientale avec un langage typé qui pour nous occidentaux est assez incompréhensible. Quand on dit que ça nous paraissait du chinois, c'est un petit peu ça, et d'expliquer effectivement que telle chose ou telle expression avait comme synonyme, je vais prendre un exemple très simple, on va parler du vide de yin du rein, vide de yin du foie, qui peut être à un moment donné expliqué par un mot qui s'appelle la ménopause, donc les bouffées de chaleur, les transpirations nocturnes. Et donc c'est toute cette passerelle de langage aussi que j'ai mis en place lors de la création de ces lignes de compléments alimentaires. Alors ça, les passerelles de langage, c'était aisé à comprendre, je pense, pour le commun des mortels, mais les questions d'adaptation des produits en eux-mêmes qui pourraient peut-être concerner la physiologie, je ne sais pas, en même temps c'est une question, sont plus difficiles à cerner. Quelles sont les grandes différences de besoins thérapeutiques que vous avez pu identifier, Bertrand Bimon, alors, il y a entre eux et nous? Voilà, alors déjà il y a une grande différence. Si on repart à l'origine de qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est au départ une médecine préventive. Historiquement, le médecin traditionnel chinois n'était payé que quand ses patients étaient en bonne santé. Donc ils allaient régulièrement voir leur médecin, ils faisaient de la prévention et ils ne tombaient pas malades. Quand ils étaient malades, ils ne payaient plus le thérapeute. Voilà. Ce qui est aujourd'hui quand même difficile à appliquer, de par la problématique de temps, sociétale, donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que en médecine chinoise, on ne dissocie pas le corps et l'esprit. Donc il n'y a pas cette dualité qui existe en Occident. Du moment qu'il y a un problème de fonction, il y a un problème d'émotion. Du moment qu'il y a un problème d'émotion, il y a un problème de fonction. J'expliquerai un petit peu après de plus précisément comment ça fonctionne. Et donc les plantes, contrairement à l'Occident, en Occident, on va vous parler d'une plante avec un principe actif. Voilà. On va prendre le ginseng, il y a le ginsénoside à l'intérieur, qui est un actif. On va prendre certaines plantes, vous avez des flavonoïdes à l'intérieur. En médecine chinoise, c'est pas du tout la même façon de penser et d'appliquer les plantes. On va prendre une plante qui va avoir ce qu'on appelle un tropisme. Un tropisme, c'est l'endroit où elle va être efficace. On va prendre une plante parce qu'elle a une nature particulière. Je vous parlais tout à l'heure de l'équilibre. C'est-à-dire que tout ce qui est vide, on va le remplir. Tout ce qui est trop plein, on va le vider.
Mais de la même manière, et de façon symbolique, tout ce qui est trop chaud, on va le refroidir, tout ce qui est trop froid, on va le réchauffer. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent lors du diagnostic et de l'interrogatoire de la consultation. Donc, si par exemple vous avez quelqu'un, on va parler de bouffée de chaleur, on a une sensation de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à trouver? C'est des plantes qui vont permettre de rafraîchir cette chaleur-là, qui vont contrecarrer cette chaleur. Donc voilà les principes un petit peu de la pharmacopée chinoise. On aura toujours une plante qui va être dite empereur. La plante empereur, c'est la plante principale dans son action principale, dans le premier besoin. On aura des plantes ministres, des plantes lieutenants. Ensuite, donc c'est toujours un composé de plantes. Pourquoi? Parce que on va pas s'attaquer qu'à un symptôme, on va s'attaquer à un syndrome. Je m'explique. On va pas traiter la branche de l'arbre qui est malade, on va traiter la racine de l'arbre qui est déficiente. C'est-à-dire que c'est en fonction de la racine problématique qu'il va y avoir en apparence une branche malade. Donc l'intérêt, c'est de traiter la racine. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'une combinaison de plantes, parce que il n'y a pas qu'un problème. Ça, c'est l'inverse de la médecine occidentale, alors. Tout à fait. C'est-à-dire on va traiter la branche malade, oui, parce mais on ne va pas traiter la racine parce que d'abord où on la trouve pas, ou on n'a pas le temps. Ouais, et on fonctionne de façon dans l'urgence. Il faut pas oublier que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine préventive. Oui, c'est ça. Sauf qu'au cours du temps et de l'évolution, on est de moins en moins dans le préventif, donc on essaye d'être plus en plus dans le curatif. Donc c'est vrai que les formules ont aussi évolué dans ce sens-là. Mais la philosophie de base, elle est là. Donc on ne peut pas comparer ce qu'on appellera la phytothérapie chinoise ou la pharmacopée chinoise avec une phytothérapie occidentale qui a une approche complètement différente. Ouais. Alors, vous avez donc abandonné peut-être plus le côté relation patient-thérapeute pour vous lancer plus dans la recherche et le produit, la quête du produit idéal en réponse à une pathologie. Alors, il y a. Mais est-ce que je continue. Mais en tant que thérapeute, est-ce que c'est pas, est-ce que ce n'est pas un manque de s'éloigner finalement de la patientèle qui est l'humain et qui est un peu le nerf de la guerre, parce que voilà, c'est une matière très concrète quand même. On reste toujours thérapeute. C'est concret. Ce sont des cas concrets, des cas. On reste toujours thérapeute. Après, ça dépend à quel niveau. Il y a deux choses qui étaient pour moi. D'une part, c'était et ce qui m'a permis en 2012 de légaliser la pharmacopée chinoise en France, c'est de rentrer dans le système. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise aujourd'hui n'est pas reconnue comme médecine à part entière, donc il y a des verrous techniques à lever. Ça, c'était un objectif. La pharmacopée chinoise aujourd'hui a été levé, puisqu'il y a quand même des AMM déposés qu'on détient et qui permet de distribuer les produits en pharmacie. Grâce à vous, donc en 2012. Oui, tout à fait, j'étais le premier à le faire. Et également, je reste thérapeute, parce que le laboratoire porte mon nom, donc il y a vraiment une crédibilité que j'apporte aux produits, c'est-à-dire qu'on conseille les produits. On n'est pas là pour faire de la vente forcée, on n'est pas là. Donc mon personnel est formé. J'interviens moi toujours en tant que thérapeute. Maintenant, je suis plutôt le soutien des thérapeutes qui prescrivent mes produits. Donc je reste toutes les manières thérapeute. Je reste, on va dire, caution technique ou caution scientifique. Ce qui m'a permis aussi de développer certains produits, de travailler sur la R&D, par exemple sur la poudre de perle pendant 10 ans, pour trouver une qualité de très haut niveau. Mais dans l'âme, je suis toujours thérapeute. On aurait pu, notre laboratoire, avoir une expansion de façon exponentielle si je ne m'étais arrêté aux chiffres. Moi, je me suis arrêté déjà au bien-être de mes collaborateurs, puisqu'on a fait une structure qui est vraiment adaptée au bien-être des salariés. On travaille avec un certain nombre de thérapeutes, mais il y a vraiment un code de déontologie. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Enfin, mes conseillers ne sont pas des thérapeutes, sont simplement des conseillers pour orienter. On essaye de garder cette intégrité professionnelle qui fait défaut à bon nombre
de structure, mais qui pour moi est indispensable à mon équilibre yin-yang. Ça me conserve en équilibre. Donc j'adore la médecine traditionnelle chinoise. C'est une passion qui aujourd'hui a 23 ans. J'aime en parler. Je prime toujours d'ailleurs le fait à parler des théories ou des symboliques plutôt que des produits. Donc je pense que j'ai évolué, j'ai pas perdu ces fondements qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, Bertrand Vimont, on va se recentrer sur un principe qui est au cœur, qui est un principe chinois, qui est au cœur de toute votre médecine chinoise, de vos produits, c'est le qi. Je pense que c'est intéressant pour ouvrir l'esprit des auditeurs, les sensibiliser à cette matière, déjà de leur expliquer ce qui est au centre même. Alors le qi, hein, cette énergie vitale, ce souffle premier et universel. Comment cette grande notion chinoise, alors elle est pas simple, elle est pas simple à visible parce qu'elle est à la fois matière et immatérielle. Je pense beaucoup de gens connaissent le signe du Tao. Donc vous avez une partie, donc c'est un rond avec une moitié qui est noire, une moitié qui est blanche, avec ce point blanc, ce point noir. C'est ce qu'on appelle le signe du Tao. Et ce signe du Tao, c'est la signification du qi. Qu'est-ce que l'énergie ? Alors déjà, elle est invisible, bien que dernièrement, il y a une étude qui a prouvé l'existence des méridiens et la circulation d'énergie dans les méridiens. Mais elle est, comme vous dites, elle est vitale. C'est-à-dire que c'est à la fois le mouvement et c'est à la fois la matière. On a deux symboliques. On a un côté noir et un côté blanc. Le côté noir, ça va être le côté haut. Le côté blanc, ça va être le côté chaud. Ça va être l'immobilisme, le mouvement. La nuit, le jour. Donc il y a un tas de symboliques qui sont autour de ces deux couleurs et de ces deux demi-cercles. Et cet ensemble forme l'énergie. On va dire que l'un met en mouvement donc la matière nourrit l'énergie de mouvement. Voilà, c'est un petit peu la symbolique. Et cette énergie, elle est partout dans nos cellules. Et elle doit être en équilibre. C'est-à-dire qu'on a de façon microcosmique et macrocosmique, imaginez deux réservoirs. Un réservoir d'eau, un réservoir de feu. On doit avoir ces deux réservoirs au même niveau. Si l'un baisse, il y a déséquilibre. S'il y a déséquilibre, il y a dysfonctionnement de la physiologie et des émotions. Parce qu'encore une fois, je répète, on ne dissocie pas le corps et l'esprit en médecine chinoise. Je vais prendre un exemple concret. On va poser des questions, on va s'apercevoir qu'au niveau du foie, l'organe du foie, il y a un dysfonctionnement. Donc il y a un déséquilibre d'un de ces deux réservoirs. Donc au niveau fonctionnel, on va avoir des troubles hépatiques. Le foie stocke et filtre le sang, donc on aura certainement une mauvaise qualité de sang et certainement des dépôts de graisse, donc triglycérides, gamma-GT, etc. Mais on va avoir des problèmes d'émotion liés, parce que le foie, c'est la colère, l'irritabilité, la contrariété, le non-deuil des choses. Donc, on va avoir ou une colère exacerbée, ou très introduite. Et là, dans tous les cas, on aura de part un des deux réservoirs qui est vide, ou à moitié vide, un déséquilibre de la fonction et de l'émotion associée à l'organe. Chaque organe dans notre corps a une fonction et une émotion. Donc, du moment qu'on va, par le questionnement, la palpation ou l'observation du patient, trouver des indices qui vont nous indiquer que tel ou tel organe est en déséquilibre, on va avoir obligatoirement d'aller voir sa fonction et ses émotions. Et donc, cette énergie, je vous dis, elle est microcosmique et macrocosmique. Quand je parle de macrocosmique, une des symboliques de la médecine chinoise, c'est l'homme est entre ciel et terre. Donc, vous êtes ici, on est en train de faire une émission radio, vous avez une énergie. Ce soir, vous êtes chez vous, en famille, vous aurez une autre énergie. Donc, à chaque fois qu'on va interroger le patient, on va l'interroger dans toutes ses postures, ce qu'on appellera des psychés également. Parce qu'on n'a pas la même énergie au travail qu'on a l'énergie chez nous. Donc, les équilibres et déséquilibres ne seront pas les mêmes. Donc, on a besoin d'interroger la personne pour l'avoir dans toutes ses postures. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Le côté microcosmique.
Je vais vous donner l'exemple de l'auriculothérapie ou de la réflexologie plantaire. Il y a, quand on fait un traitement, par exemple en acupuncture, une notion d'intention. Si demain, sur le pouce, je vous dessine votre corps et que je pique ou je masse à l'endroit du pied que j'aurais dessiné, on aura obligatoirement une incidence à l'endroit voulu. Donc il y a vraiment la notion d'intention dans la circulation. On peut être maître, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, mais on peut être maître de la circulation énergique du patient qu'on va travailler si on y met l'intention et qu'on souhaite viser une zone spécifique. L'intention. Ça, c'est beaucoup plus impalpable. Comme l'énergie, de la même manière que l'énergie. C'est-à-dire si on n'y met pas suffisamment d'intention, qu'on n'y met pas d'intention, même si on pique au bon endroit, la résultante ne sera pas la même. Pas la même. Hein. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle des gens qui conjurent des brûlures dans les hôpitaux. On ne connaît pas la technique. On n'arrive pas à démontrer d'où ça vient. Mais ces gens-là, à un moment donné, ils ont une concentration particulière, ils ont un travail particulier et ils ont l'intention de le faire. Donc c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et je pense que dans toute thérapeutique, quelle qu'elle soit, outre l'outil de traitement qu'on va utiliser, il y a vraiment... C'est un échange. On parle de yin et yang à l'intérieur de notre corps, de microcosme et de macrocosme. C'est la même chose entre le patient et le thérapeute. Si l'énergie ne circule pas entre les deux... Oui. Pour moi, c'est pas le thérapeute qui accompagne, parce que je déteste le mot soulager ou guérir, parce qu'ils sont des mots absolus et c'est un leurre de croire que c'est le thérapeute qui fait ça. C'est le patient qui donne l'autorisation au thérapeute de faire un travail avec lui et c'est le patient qui se traite. C'est pas le thérapeute qui traite, c'est le patient qui se traite. Parce qu'à un moment donné, il y a une connexion qui se fait entre les deux. Vous avez des gens qui n'ont pas du tout envie d'être traités. Il y a des gens qui sont dans... Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai eu plusieurs fois en cabinet. Pardon, je vais vous laisser, puis je vais poser ma question après. Parce que... Il y a des gens vous avez beau avoir en cabinet, vous pourrez faire n'importe quoi, mettre les outils à vos dispositions et l'intention. Vous avez des gens pour qui la condition de malade est intéressante. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je suis pas bien, je rentre à la maison, donc je vais me faire plaindre par ma chérie ou mon chéri, je vais me faire dorloter, que si je suis en bonne santé, j'aurais peut-être pas ces avantages-là. Donc, ne plus être malade est un désavantage. Donc, et même si la personne vient vous voir quelque part pour se déculpabiliser, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas en thérapeutique. Donc, si vous n'avez pas consciemment et inconsciemment l'autorisation du patient à faire en sorte de mettre en mouvement les choses, vous ferez rien. Alors, après, l'intention peut suffire, parce que lorsque vous soignez un enfant, un tout petit enfant, lui n'a pas d'agrément. L'enfant est pur. L'enfant n'a pas le vice de l'adulte ou comment dire, les blessures de l'adulte, sans être des vices, il n'y a pas que ça, où effectivement on crée des verrouillages, ce qu'on appelle des résistances en psycho. Donc l'enfant, c'est énergie pure, c'est ressenti pur, ils ont la frontanelle qui se ferme plus tard et là ils sont en captation totale et c'est justement on discutait il y a pas très longtemps avec des amis sur l'éducation des enfants et je leur disais c'est très rigolo parce que on va vouloir cacher des choses aux enfants alors que les enfants ressentent le vrai. C'est-à-dire que vous allez dire je sais pas, vous rentrez, vous n'êtes pas en forme, l'enfant va vous demander si vous avez passé une bonne journée, alors vous avez passé une bonne journée, et pour être sympa avec lui, vous allez dire non, j'ai passé une super journée. Le problème, c'est que lui a l'autre information, donc on est totalement en contradiction, et en croyant rendre service à l'enfant, en fin de compte, on le déséquilibre dans ses ressentis et ses marqueurs. Il y a façon de dire les choses. Oui. Et puis toute vérité n'est pas bonne à dire. Papa est un peu fatigué, il n'a pas passé une très bonne journée. Voilà. Enfin, voilà. Mais c'est pas très grave, il est content de te voir. L'information est bonne parce que lui, il a un ressenti de quelqu'un de fatigué et de quelqu'un d'énervé. Donc cette information-là, et dans le langage, on a le contraire. Donc c'est assez compliqué de comprendre. C'est une bonne leçon pour les gens qui ont des enfants, là, ce que vous dites. Tout à fait. Il y a une manière d'expliquer aux enfants la vérité avec des bons mots qui sont faits pour eux, sans les angoisser, sans les... Voilà. Voilà, c'est de la même manière quand vous apprenez à nager un enfant. Si vous avez peur, il viendra jamais dans l'eau avec vous. Donc il faut être en accord avec ce que l'on vit, ce que l'on ressent.
D'où l'intention, voilà. Ouais. Alors, pour revenir à ce fameux chi. Chi. Ça c'est un principe qui va donc présider finalement à toute la thérapie chinoise. Mmh. Et comment l'applique-t-on finalement dans l'élaboration des produits? Alors, à condition qu'on utilise un produit, parce qu'on peut très bien travailler sur l'énergie par l'acupuncture. Oui, voilà. On peut très bien travailler sur l'énergie par le massage. Oui. Je vais vous donner un exemple de blocage d'énergie. Vous passez à côté de la table, il n'y a pas trop d'angle vif ici, mais vous tapez autour de la table, vous tapez la cuisse contre la table. Oui. Ça vous fait mal, le premier réflexe, c'est de masser. Oui. Le fait d'avoir tapé, vous avez bloqué l'énergie, le massage est instinctif, vous faites circuler. Voilà, ça, c'est un exemple typique de blocage d'énergie, et le massage, c'est simplement le fait de faire circuler. La douleur, c'est quoi? Imaginez un canal d'eau et effectivement un barrage. Donc l'eau vient taper contre le barrage. C'est ça la sensation de douleur. Donc le but, ce massage-là, c'est d'éclater le barrage pour que l'eau continue à circuler. Donc c'est un des principes énergétiques qu'on peut très bien appliquer en acupuncture, en massage ou en prescription de plantes. Voilà. Donc ça c'est et on va prendre une plante. Comme je vous disais, on utilise une plante pour sa saveur, pour sa nature et pour sa fonction. Donc vous aurez des plantes qui effectivement vont servir à débloquer l'énergie, par exemple. Ouais. Donc, et donc ça, évidemment, vous les connaissez. Et ce sont les mêmes à peu près pour les Chinois, les Asiatiques et les Européens. Alors non, parce que l'approche, comme je vous disais, l'approche en phytothérapie chinoise, en Occident, on va prendre par exemple, je sais pas, pour faire dormir quelqu'un, on va prendre du millepertuis. Millepertuis n'existera pas en pharmacopée chinoise. Ah oui. Pharmacopée chinoise, on va prendre une approche différente, c'est-à-dire on va essayer de comprendre pourquoi vous ne dormez pas. C'est un peu un antidépresseur aussi, le millepertuis naturel. Voilà. Ou du griffonia, du 5-HTTP. En médecine chinoise, on va essayer de comprendre pourquoi vous dormez pas. Donc on va dire, c'est peut-être quelqu'un qui est stressé la journée. Donc il y a un côté émotionnel, qui a un côté le chêne en médecine chinoise que sont les émotions ou que sont les tourmentes émotionnelles peut être perturbé toute la journée. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est de calmer le chêne pour le soir, l'apaiser, c'est-à-dire apaiser ce mental et ces émotions de façon à pouvoir pénétrer plus facilement dans la sphère qui va permettre de vous endormir. Donc ça va être souvent une combinaison de plantes. Parce que ce stress va déclencher quoi chez vous? Peut-être une peur, peut-être une colère, peut-être une mélancolie. Peut-être une angoisse, peut-être une phobie. Oui, c'est ça, donc la combinaison de plantes que l'on va choisir va être liée aussi à cet ensemble d'émotions pouvant perturber votre sommeil. Donc ce sont deux approches différentes. D'accord. Et de la même manière, en acupuncture, si on travaille l'acupuncture, on va travailler par exemple le méridien du foie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez une autoroute. Le méridien, c'est une autoroute. Vous prenez l'autoroute et on s'aperçoit que ce foie, il est trop chaud. Donc c'est un peu votre moteur qui commence à chauffer. Vous allez vous arrêter à une station qui est un point d'acupuncture, qui est un point d'acupuncture rafraîchissant, ou une station qui va être rafraîchissante. Voilà un petit peu les préceptes d'acupuncture ou de pharmacopée chinoise. De façon simpliste, je veux pas rentrer non plus dans des choses trop techniques. Ce serait un petit peu plus dédié à des initiés après. D'accord. Pour en revenir à l'énergie, on parle de sa propre énergie, de l'énergie du praticien. Étant donné que le chi est un peu l'énergie primordiale, si on peut dire, ce souffle premier et vital. Il préside au corps, mais à la circulation aussi de l'univers. Nous, c'est en tant que microcosme qui circule en nous. C'est nous en tant que microcosme. Et puis aussi dans l'univers, puisqu'il préside même aux énergies climatiques, à tout, quoi, finalement. Nous, on a une énergie vitale, et on a deux énergies acquises. Voilà. L'énergie vitale, c'est votre capital santé. Ce capital santé, il est de X quand vous êtes né.
il va s'éteindre au fur et à mesure de notre automne, notre hiver de vie. Mais il peut s'éteindre beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que on a ensuite 2 énergies acquises. L'énergie acquise, c'est l'alimentation et la respiration. Si cette respiration n'est pas de bonne qualité, si cette alimentation n'est pas de bonne qualité, on va obligatoirement vider beaucoup plus vite ce réservoir qui est le réservoir de notre énergie vitale, et donc quelque part réduire notre potentialité de vie. Ensuite, comme vous le disiez, il y a une notion microcosmique, dans le sens c'est l'homme est entre ciel et terre. Il y a aussi une nourriture énergétique qui se fait à travers la terre sur laquelle on vit, comme au ciel qui nous entoure. Mais alors, il y a aussi les mauvaises énergies, parce que si un praticien n'a pas des bonnes énergies, par exemple, il vaut mieux pas qu'il soit praticien. Ouais, bon, ça... Pour moi, il n'y a pas l'effet inverse. Il n'y a pas de mauvaise thérapie, il n'y a que de mauvais praticiens. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un mauvais chi ? Bien sûr. C'est le yin et le yang. Il y a la lumière et l'obscurité, il y a le bon et le mauvais, mais de partout. Donc il a toujours cette même énergie, mais qui est mauvaise. Alors, on peut l'avoir de façon normalement quand on est thérapeute. Alors je parle pas de thérapeute là. Hein. Après je parle. Là je m'amusais en disant oui, mais si le thérapeute a une énergie mauvaise en lui, il va faire du mauvais et son but sera de faire du mauvais. Ouais. Mais le commun des mortels peut très bien avoir un chi qui soit tourné et qui soit un mauvais chi, un mauvais souffle. Il y a, alors j'ai du mal, même si je pense que ça existe, j'ai du mal à concevoir le purement mauvais. Voilà. J'ai du mal avec ça. Bien que, on le voit à travers des prédateurs, des assassins en série, mais bon, ça sort de ma conception. Intellectuellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. De la même manière que certaines personnes vont vers la lumière, il y a des gens qui vont vers l'obscurité. Et même en tant que thérapeute, à un moment donné, est-ce que ça peut pas être une énergie qui est, alors ça vient d'eux, puisque on est de conscience universelle et on est quand même tous responsables de ces actes, mais il n'empêche que l'énergie dont on s'abreuve, elle est tout de même, elle est intérieure, mais elle est extérieure aussi. On est tous connectés à la Terre. On est tous connectés à la Terre. Donc ça veut dire que le chi, il va venir du côté sombre comme du côté lumineux. Et il y a des gens qui reçoivent le chi, qui l'accueillent donc, parce que je pense pas que ce soit malgré notre volonté, mais il y aurait donc un mauvais chi. Je pense qu'il y a des fois ça peut être malgré notre volonté aussi. Après on a en partie, oui. Il y a des gens qui sont comment dire ? Il y a des gens qui sont des aimants à certaines choses ou des récepteurs à certaines choses plus que d'autres. Il y a des gens qui sont plus récepteurs à de bonnes choses, d'autres plus récepteurs à des mauvaises. Il y a des gens qui se protègent mieux. Il y a des gens qui se protègent moins bien. Et je pense que c'est plus lié à ça. Après, il doit certainement exister de l'intentionnellement mauvais, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire du mal. On le voit dans notre société. Après, c'est pas une majorité. Je pense qu'il y a aussi une chose où il faut faire très attention. Même une petite minorité. Voilà. Je pense qu'il faut faire très attention. On parle effectivement de projection quand on parle en psychologie avec un patient de pas projeter. De la même manière, quand on est thérapeute en énergétique, on doit être le plus propre possible quand on travaille sur quelqu'un. Propre possible, ça veut dire déjà faire un travail sur soi. Qui va être travailler sur les émotions, la partie psychologique et pourquoi pas une thérapie, parce que je pense qu'un bon thérapeute se met en face de ses vrais problèmes aussi. Et d'autre part, ce qu'on appelle un ancrage, un bon travail en pré-séance, de façon à être le plus cohérent possible et le plus en accord possible lors de la consultation. Moi, j'aime bien votre, un peu, entre guillemets, votre devise, catalyseur d'énergie positive. Voilà. C'est ce que j'essaye d'être depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a des gens qui courent après certaines choses. Moi, en l'occurrence, c'est le bien-être et c'est aussi le travail collaboratif.
Je suis pas le seul à faire ce que je fais aujourd'hui. Comme je dis, je suis pas le meilleur en pharmacopée chinoise. Il y a des gens bien meilleurs que moi, mais comme je dis, c'est pas les meilleurs qui tournent dans les films et grâce à eux l'art est connu. Donc, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi. Moi, j'ai eu cette compétence effectivement de pouvoir légaliser la pharmacopée chinoise en France, de pouvoir créer des produits, d'avoir créé un langage. Certains adhèrent, d'autres n'adhèrent pas. On peut pas être aimé par tout le monde, et tant mieux. Par contre, je suis assez content d'avoir réuni toute une équipe autour de moi et avoir catalysé des compétences et fait en sorte que tout le monde ait donné le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on ait pu faire. Ouais. Alors, quel est le retour de la communauté chinoise qui pratique ce genre de médecine et qui utilise ce type de produit? De praticiens, vous voulez dire en France? Oh, praticiens ou utilisateurs. Ouais. Enfin... Alors, c'est assez rigolo, c'est que en Chine, aujourd'hui, j'ai des contacts pour exporter ma pharmacopée chinoise en Chine. Incroyable. C'est assez rigolo. Et à contrario, on a beaucoup plus de mal avec les thérapeutes en pharmacopée chinoise en France. On travaille beaucoup avec les naturaux. Je crois qu'on a presque entre 400 et 600 thérapeutes avec qui on travaille aujourd'hui. Mais les praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont très axés sur le côté traditionnel, sur cette fameuse formule magistrale qui est malheureusement de par la façon dont elle est conçue et dont elle doit être distribuée n'est pas légale en France. Il faut aller chercher à l'étranger. Il y a une législation française en France et nous on l'a respectée justement. On est rentré dans le système pour pouvoir expliquer que la pharmacopée chinoise avait beaucoup d'avantages et qu'il fallait pas obligatoirement la craindre. On s'est pas marginalisé dans le système. D'autres sociétés l'ont fait. Après c'est un choix politique et économique. Donc chez les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise, on a un peu plus de mal à faire passer le message. La nouvelle génération, on y arrive. Sur l'ancienne, c'est plus compliqué. Vous savez, quand on a des habitudes, c'est pas obligatoirement évident d'en sortir. Que craignent-ils ? Alors, il y a deux choses. Il y a une vérité, et ils ont raison, la formule magistrale restera toujours plus efficace qu'un produit fini comme on a à l'heure actuelle, parce qu'on a un spectre plus large d'intervention, on est moins précis. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est une loi. Une loi qui un décret qui s'appelle le décret 352 du 20 mars 2006 qui légifère sur les compléments alimentaires et on doit respecter un dépôt à la DGCCRF, un mode opératoire, un mode de fabrication, un mode d'affichage, ce que l'on fait nous depuis des années et ce que ces laboratoires ne font pas et qui quelque part mettent aussi en péril le prescripteur puisqu'il est légalement responsable de l'introduction de la marchandise en France. Oui. Alors, je comprends aussi le désarroi de ces thérapeutes parce que ces formules magistrales sont très intéressantes et que aujourd'hui on a verrouillé beaucoup de plantes en termes de légalisation. Mais moi je pense d'abord et avant tout qu'on doit protéger le consommateur. Et quand vous avez des plantes qui sont à effet secondaire important, qui ne sont pas affichées sur des boîtes qui viennent de l'étranger. Je vais vous donner un exemple, une plante qui s'appelle Shuangxiang, qui est extrêmement intéressante, mais qui a malheureusement comme effet secondaire de pouvoir faire avorter quelqu'un. Oh là là. Donc elle rentre dans des composés de plantes qui existent. Le problème, c'est que nous, on le précise d'ailleurs sur chaque étiquette quand elle est présente, sauf que dans ces laboratoires limitrophes à la France, quand ils envoient ça en France, ils ne mettent pas cet avertissement. Imaginez, quand j'expliquais à un certain nombre de thérapeutes en formation, je dis voilà, vous avez une dame qui vient en consultation, le matin elle a fait l'amour, elle est enceinte. En consultation, vous n'allez pas le savoir, 3 heures après, à moins d'être un devin, je sais pas. Et vous avez une formule à lui donner pendant 2 mois, parce que qui correspond à sa problématique de santé. Sauf que dans cette formule, il y a cette plante, et que 3 semaines après, elle risque d'avorter ou de faire une fausse couche parce qu'il y a cette plante. Que si elle l'a sur sa boîte et qu'elle s'aperçoit après son test de grossesse qu'elle est enceinte, papa en cas de grossesse, elle va jeter la boîte, elle va pas continuer à la consommer. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est aussi, il y a toujours un revers à la médaille. On sait qu'il y a des lobbying sur des laboratoires qui nous verrouillent en termes de développement de plantes, mais aujourd'hui c'est la règle du jeu, donc moi je joue avec. Oui, parce qu'ils font autre chose. Oui, bien sûr. Mais on peut pas combattre le système de l'extérieur, il faut être à l'intérieur.
On peut pas se marginaliser. Ah, bien sûr. Mais vous pourriez peut-être vous lancer dans ces formules magistrales. Non, parce qu'elles sont interdites en France aujourd'hui. À cause de certaines plantes. Non, en fin de compte, c'est parce que pour commercialiser un complément alimentaire, il faut faire un dépôt à la Direction générale des fraudes, voilà, qui a une certaine latence pour vous répondre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une pharmacopée magistrale, le thérapeute devra envoyer ça au laboratoire. Le laboratoire devrait faire un dépôt à la Direction générale des fraudes. Et au lieu de payer votre pharmacopée peut-être 45 ou 50 euros, vous la payerez 250 euros. Parce qu'après, il y a des frais de dépôt. Et elle mettrait, au lieu d'arriver en 24 heures, elle arriverait au bout d'un mois ou d'un mois et demi. Ce qui correspondrait d'une part. Et vous le faire dans les laboratoires en France ? Non, c'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible parce que la formule étant dédiée à la personne à l'instant T, le temps qu'on fasse les dossiers, qu'on envoie, maintenant ça se fait par le web, qu'on attende la réponse de la Direction générale des fraudes, il se passera peut-être un mois et demi. Ah oui. Et le bilan énergétique de l'individu sera plus le même. Donc la formule ne correspondra pas. Et c'est pour ça que moi j'ai pris des formules qui existaient depuis des centaines d'années que j'ai légalisées, qui sont certes moins efficaces que la magistrale, mais qui rentrent dans le cadre légal. La magistrale ne peut pas, ou alors elle coûterait parce qu'il faudrait faire un dépôt pour chaque formule magistrale. On va prendre quelques exemples. Par exemple, il y a un produit phare que vous avez lancé, que vous aimez beaucoup, qui est très joli, qui est la poudre de perle. Bon, oui. Alors la poudre de perle, ça se pratique depuis très longtemps en Chine. Quelques millénaires. Ouais. Ouais. Alors après, il y en a qui vous disent la poudre de perle toute seule, c'est la poudre de perlimpinpin parce qu'on le prend comme support auquel on ajoute des composantes. Voilà, et d'autres disent ça a des vertus incroyables. Bon, voilà. Alors vous avez décidé de prendre ça et vous l'avez adapté ou avez-vous juste repris des formules Ah non, ça par contre, ça c'est un problème. Voilà. C'est vraiment mon produit c'est coup un peu de cœur. Une aventure, ça. C'est un produit. D'ailleurs, je passe un petit message à Monsieur Gino Jean-Luc, qui m'a le premier à m'avoir apporté la poudre de perle de Chine. Et donc cette poudre de perle, ça va être mon ingrédient coup de cœur. Et là, j'ai fait justement un travail dans les deux sens. J'ai fait un travail à la fois sur les principes de médecine traditionnelle chinoise et un travail, ayant fait une licence en biologie moléculaire, sur les ingrédients à l'intérieur. Donc il y a une corrélation entre les effets en médecine traditionnelle chinoise et les ingrédients que j'ai trouvés. Alors il faut savoir que déjà il y a à peu près 200 ou 300 variétés de poudre de perle. Déjà, il y a deux grandes familles. Il y a la poudre de perle externe et l'interne. Donc on va pas utiliser la même pour la cosmétique que celle qu'on va ingérer. Donc c'est deux qualités différentes. Une a un très fort taux de calcium pour justement la silice et le côté antiridule. L'autre un taux de calcium beaucoup plus bas pour une biodisponibilité complètement à 100%. Donc déjà c'est la deuxième variété. Ensuite dans la deuxième variété en interne, vous avez à peu près une cinquantaine de variétés qui vont de la coquille à la nacre grattée, à une perle d'une certaine qualité, jusqu'à une finition très très pure de la poudre de perle, qui là c'est ce qu'on utilise nous dans la nôtre, qui contient du calcium, de la protéine. Alors, c'est-à-dire que c'est cette poudre de perle qui contient cela ou ou ce sont des ajouts? La poudre de perle elle-même contient ça. Elle contient de l'aragonite qui est un fixateur du calcium. D'accord. Donc du coup, elle est préconisée parce qu'elle a du calcium là-bas en Chine depuis longtemps. Par exemple pour les os. Au départ, elle est faite en traitement externe avec des onguents pour le côté antiridule. D'accord. Ensuite, en médecine traditionnelle chinoise, en interne, elle travaille sur 4 axes de développement. Le premier, le côté ostéo-articulaire, donc la partie structure osseuse. Le deuxième, c'est un énergisant, parce que vous avez 16 acides aminés et 5 oligo-éléments. Le troisième, elle calme le chêne. On dit qu'elle nivelle au niveau des émotions. Le chêne, c'est l'esprit. Et la quatrième qualité, c'est sa qualité, on va dire, cosmétique en externe. Donc c'est pour ça qu'on a développé la gamme secret de perles, où on avait le 100% infiniment perles qui lui apporte l'ensemble de ses qualités. Et les 3 autres qualités thérapeutiques, on les a développées en y ajoutant. Par exemple, pour le problème ostéo-articulaire, on a créé un produit qui s'appelle renforcement mouvement et qui va travailler avec de l'extrait de curcuma, chondroïtine et un paquet phytum bio pour travailler sur le côté inflammatoire de la structure ostéo-articulaire.
Suffisamment dosé le curcuma? Toujours. Parce que le gros problème des compléments alimentaires, en tant que journaliste, je peux vous dire, ça fait 20 ans que j'en teste, c'est que souvent, ils sont très très bien, parce que je suis même, je fais des reportages dans les laboratoires, je suis allée voir les plans, enfin tout. Il y a des gens qui font des choses très sérieusement. Le problème, c'est que tout est une question de coût et que c'est sous-dosé. Et donc, c'est souvent de la poudre de perlimpinpin, parce que c'est pas, ça va vous faire de mal, ça va pas vous faire de bien non plus. Je vais vous donner l'exemple du ginseng. Ginseng, vous avez du ginseng que vous allez acheter 3 € la boîte, d'autres 30 €. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a deux choses qui font la différence. Il y a l'actif, qui s'appelle ginsénosine à l'intérieur, qui peut aller de quasiment 0% à 24-25% de ginsénosine. La deuxième chose, c'est la qualité du façonnage. La poudre, est-ce qu'elle a été moulue à chaud? Moulé à chaud, vous parlez de tous les actifs. Le type de gélule, vous avez aujourd'hui des gélules qui sont gélatineuses, donc excusez-moi, c'est pas génial. Du bovin, encore moins génial. De l'hypromélose, l'hypromélose c'est une gélule végétale mais chimiquement modifiée. Et ensuite, vous avez ce que j'appellerais le top aujourd'hui de la gélule, c'est le pullulant, qui est c'est de la gélule végétale non chimiquement modifiée et qui en plus a une bonne résistance en assimilation, ce qui permet d'avoir une diffusion lente des produits. Donc c'est dans la technicité des produits et dans la qualité des extraits de plantes. Souvent vous verrez dans les compléments alimentaires extraits de plantes. Extraits de plantes, il faut savoir qu'il y a une variété innombrable d'extraits de plantes. Extraits de plantes, ça veut dire concentration de la plante séchée. Oui. Voilà. Et ça, vous allez, ce qu'on appelle ça va du 3.1 au 20.1. Voilà, c'est-à-dire que l'un, vous avez 3 fois le poids en concentration, vous avez 20 fois le poids. Et évidemment, le prix de la matière première, pareil, elle ira du simple à 20. Moi, j'ai toujours cherché à avoir la meilleure qualité à l'intérieur. J'ai jamais cherché à faire du discount au niveau du prix. Il vaut mieux prendre une gélule de ginseng où vous avez 24% de ginsénoside avec du pullulant en gélule, que prendre une boîte complète à 3 € où vous avez quasiment rien, et là, il faut assimiler 30 gélules par jour pour peut-être avoir un effet. Donc, il vaut mieux une bonne concentration produit et une bonne efficacité produit. Après, ça reste de la phyto. Voilà, on est quand même sur du complément alimentaire. Il y a des personnes qui m'ont dit, comment vous garantissez-vous l'efficacité? Je connais pas un produit qui fasse 100% efficace. Demandez ça à la chimie parce que eux ont des formules pour les faire, mais pas à la phyto qui est quelque chose de naturel. Donc les efficacités de la phyto, on est plutôt... Et puis attention, il faut savoir quand même au fait que les auditeurs le sachent, c'est variable d'un individu à l'autre. Tout le monde n'a pas la même réception en termes de quantité, en termes de temps de réaction. Ensuite, voilà, on fera jamais du 100% avec de la phyto. Même en tant que thérapeute, je n'ai jamais vu ça. Non, mais ça demande du suivi tout de même. Ouais. Ouais, et puis être suivi par un thérapeute, c'est très bien. Je pense que nous, moi, je suis patron de laboratoire, mais je préfère que les personnes passent par un thérapeute qui nous envoie pour une prescription de produit. C'est mieux. Ouais. Alors cette poudre de perle, c'est prodigieux, donc on l'apprend pour toutes sortes de mots alors. Pour différentes problématiques après prodigieux, j'aime pas ce mot, c'est comme le mot miracle, mais non, bon, enfin bon, c'est joli. Ouais, c'est un produit intéressant qui effectivement là peut travailler sur la partie inflammatoire, sur la partie fatigue, stress. Ou énergisant quand on a besoin, mais ça reste un produit effectivement. Donc là, vous l'associez avec le curcuma. Il y a d'autres formules. Après, vous avez Énergie qui est un produit avec guarana, Tribulus terrestri qui est un stimulateur de la testostérone et le ginseng bio. Donc ça, c'est un énergisant mais plutôt dédié aux sportifs. Ensuite, on a un produit éclat qui est poudre de perle bourrache, c'est plus pour le visage. Donc là, on a une poudre de perle qui est spécifique à l'externe. Et ensuite, on a Harmonie qui lui réellement pour calmer le chêne. Donc là, on y a mis du millepertuis, du 5-HTTP pour détendre dans des périodes stressées l'individu. Alors après, toujours sur Radio Courtoisie, Bertrand Bimon, thérapeute en médecine chinoise, il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé vraiment, qui est un peu le centre de tout et qu'il faut. Alors on a parlé du foie, qu'il faut garder en bonne santé absolument, mais on n'a pas parlé de quelque chose qui vous est assez cher, c'est le poumon. Oui. Parce que le poumon, si j'ai bien compris. Il va disperser et puis il va faire circuler le chi aussi. Déjà, c'est lui qui maîtrise une des deux énergies acquises, donc l'inspiration. Voilà. Comme je disais, on a deux énergies acquises qui sont l'alimentation et l'inspiration.
Donc le poumon effectivement aide à la circulation de l'énergie dans le corps. Ouais. Il est lié au gros intestin, il est lié à une émotion qui s'appelle la mélancolie, et il est lié à une saison qui est l'automne. D'accord. Et de nature, on est différentes ethnies dans le monde, donc l'occidental est plus lié au poumon. De par sa couleur de peau, on va dire qu'il est plus lié au poumon gros intestin. L'asiatique sera plus rate, estomac, pancréas. Oui. Voilà. Alors ça c'est intéressant. Et alors vous avez un peu pour terminer, peut-être on peut terminer par là parce que c'est c'est imagé. Ce sont les calendriers des 5 saisons parce qu'il n'y a pas 4 saisons en Chine, on est à 5. Et là, encore, hein, vous êtes inspiré donc des principes. Chinois pour créer ce calendrier dont tu peux dire. Voilà, alors pourquoi 5 saisons déjà et pas 4. Controversé aussi parce que encore une fois, moi je pense pas qu'on puisse transposer totalement un art ou en l'occurrence une médecine ou à la virgule près dans une culture différente. Donc dans tous les cas, de la même manière que j'ai adapté la pharmacopée chinoise, j'ai adapté le calendrier chinois. On n'est pas sur un cycle lunaire comme en Chine, on est sur un cycle solaire. On n'a pas le même type de climat et notre année, nous, elle commence au 1er janvier, elle commence pas au mois de février. Donc ce cycle des 5 saisons, je l'ai adapté à notre calendrier à nous. Donc j'en ai fait un calendrier occidentalisé des 5 saisons. 5 saisons, donc il y a les 4 qui sont les plus connus, et la 5e, qu'on appelle la 5e saison, est une intersaison. C'est ce qui n'est plus, mais pas encore. C'est vraiment une transition qu'on va retrouver entre chaque saison. On ne passe pas du jour au lendemain en disant « 21 mars, on est passé de l'hiver au printemps ». Ben non, ça se fait pas. Et on le voit dans la nature, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on se demande si on est réellement au printemps, sauf depuis aujourd'hui. Et donc cette transition, qui est liée en médecine chinoise à la rate, estomac ou au pancréas, est une période où on va se resynchroniser à ce qui arrive. En l'occurrence, c'est quoi ? On ne mange pas, on ne s'habille pas, on ne vit pas de la même façon en hiver et au printemps. Donc c'est cette période-là qui va nous permettre de nous transformer, comme la nature, qui commence à s'éveiller au printemps. En hiver, on dit que c'est la fin d'un cycle, une petite mort, et la renaissance est au printemps. Et au printemps, on renaît. On renaît, c'est la sève qui monte, c'est l'énergie, c'est le vert, on le voit, les bourgeons qui arrivent. Mais de la même manière, on doit s'habiller, vivre et s'alimenter dans la saison du printemps et s'adapter à tout ça. Donc notre corps et notre esprit doivent aller dans ce sens-là. S'il y a bonne synchronisation, normalement il n'y a pas de problème de santé. S'il y a mauvaise synchronisation, il y a trouble de la santé. Mais alors, avec un temps qui est variable comme il est actuellement, c'est compliqué. C'est difficile soi-même de se. Non, mais c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas. On le voit aujourd'hui, entre quelques jours et aujourd'hui, on a pris 15 ou 17 degrés. Là, au moment où nous enregistrons, Bertrand Bimont, nous sommes au printemps et nous sommes en avril, au mois d'avril, comme l'émission est enregistrée. Et en avril, ne te découvre pas d'un fil, on le sait. On le sait depuis longtemps. Mais il n'empêche que le printemps est là depuis un certain temps. Ouais, mais il tarde vraiment à venir et à s'installer. Donc c'est. Donc difficile de se positionner soi-même aussi, de positionner son esprit, son mode de vie, Après, ce sont des théories. Rien n'est figé. Rien n'est figé et il n'y a pas de vérité absolue. Donc on fait en fonction d'eux. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que la 5e saison est un peu plus longue que prévu. Ouais, c'est ça. Alors, une dernière histoire, parce qu'il y a un produit qui m'amuse beaucoup, que vous avez mis au point, qui s'appelle Oshuu. Les cheveux noirs du général O. Voilà, il y a une petite histoire à raconter autour de ce produit. Alors la légende, encore une fois, voilà, c'est une légende. Donc le général O partit en bataille, son camp étant battu, il fut emprisonné
pendant 25 ans avec une geôle à toit découvert, et la seule plante qui poussait dans sa geôle, puisqu'on ne lui donnait pas à manger, était donc le rechou, qui c'est la renouée à fleurs multiples, qui est une plante, et donc il se nourrissait de cette plante. Et au bout de 25 ans, il a été gracié par l'empereur, et quand il est sorti de sa geôle, il avait les cheveux très longs et très noirs, alors que c'est une personne très âgée, avec une très très belle chevelure, et donc voilà, on appelle ça les cheveux noirs du général O, c'est la traduction littérale du terme. En fin de compte, on appelle ça la plante de jouvence. Ouais. Donc, il se serait nourri que de cela. Que de ça. Alors, bon, ça après, ça reste une légende, hein, on est d'accord. Mais effectivement, dans ses intérêts thérapeutiques, elle travaille effectivement sur l'énergie du foie et l'énergie du rein, et en l'occurrence sur la repousse des cheveux. À tester. À tester. Bon, écoute, Bertrand Bimon, merci pour cette petite incursion dans le monde de la pharmacopée chinoise. Merci à vous de m'avoir reçu. Je compléterai parce que je pense qu'il y a tout un mode de vie. Il y a en effet essayer de trouver des produits qui conviennent à chaque problématique. Hein. On a dit, c'est les uns, c'est le sommeil, d'autres, vous voyez, les cheveux, l'énergie, Là, je vois quelque chose qui s'appelle Vitalité Source, qui va vous redonner l'énergisant, ouais, tout à fait, à la source. Un vrai coup de fouet à la source, donc peut-être plus la racine, on prend la racine. Exactement. On fait peut-être aussi de la prévention. Ça c'est bien, voilà. Et donc toutes sortes de produits comme ça, et en même temps savoir se tourner vers les bons praticiens pour être aidé. Et puis après, il y a aussi des modes de vie, et ça on pourra en parler plus tard une autre fois. Ne pas être dans le trop, ni pas assez. Ah oui, difficile, l'équilibre entre le yin et le yang. Exactement, le juste milieu, mais pas simple. Hein, c'est après tout excès n'est pas mauvais du moment qu'il y a du plaisir. Après voilà, faut pas que ce soit non plus une récurrence. Enfin, faut pas que ce soit un excès. Et si je puis dire, c'est trop, me permettre cette redondance trop excessive quand même, voilà. Oui, voilà. Ouais, voilà. Il faut garder le plaisir. Le plaisir doit être un argument de vie. Oui, aussi, oui. Et puis la sagesse. Mais merci en tout cas, Bertrand Bimon, parce que voilà, pour cette passion pour la pharmacopée et la médecine chinoise qui nous permet en France justement d'avoir un accès. Et en toute légalité. Exactement. Ce qui est aussi agréable. Tout à fait, en toute sérénité, en toute légalité. Et voilà, et de pouvoir adopter une sérénité qui est importante pour la circulation du qi. Exactement. Merci beaucoup. Merci Bertrand Bimon. Merci.